Salut à tous, bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne du coup, autre la vidéo d'introduction. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que j'avais, du coup c'est le compte rendu d'une chose que je voulais faire depuis un moment, qui me donnait pas mal envie, mais j'ai eu plein de contraintes et plein d'autres choses, qui a fait que ce projet a été retardé, et aujourd'hui du coup je vous fais la première vidéo de ma chaîne sur ce sujet. Comme vous l'avez compris au vu du titre, je vais vous expliquer du coup mon changement que j'ai fait depuis Android vers iOS. Donc effectivement j'étais Android depuis, pas qu'à la création mais depuis que j'étais petit, donc depuis plus de 10 ans, et au final j'ai changé vers iOS très peu de temps. Dans cette vidéo je vais vous parler de pourquoi j'ai fait ce changement, ce qui a changé du coup pour moi en passant de Android à iOS, et aussi ce qui pourrait inclure pour les personnes qui auraient envie de changer, ou que ça soit même l'inverse, de passer de iOS à Android si possible. Et pour commencer, je vais vous parler de mon expérience avec Android, qui est du coup le système que j'ai le plus connu des deux. Donc pour commencer, j'ai grandi avec Android, j'ai actuellement que 23 ans, donc j'ai connu Android pas presque à sa création, mais j'ai connu les premiers Android. J'ai pas eu comme premier téléphone Android, j'ai eu un téléphone juste avant, qui était un Player One, Samsung Player One, un truc comme ça. Et ensuite, j'ai eu mon premier Android, qui était donc mon deuxième téléphone, qui était un Xperia X8. C'est vraiment un téléphone minuscule comparé à ce qui se fait aujourd'hui. Je pense que, si je me souviens, la taille de l'écran devait pouvoir se résumer à ça, comparé à nous. Et en fait, j'ai malheureusement très peu connu ce téléphone, je crois l'équivalent de quelques mois, parce que c'est aussi le premier téléphone que j'ai cassé. Il est tombé et en fait ça a dû abîmer les connectiques de l'écran à l'intérieur et il ne fonctionnait plus malheureusement. Donc voilà l'expérience de mon premier téléphone Android. J'ai eu plus tard du coup après ça un Xperia E, qui était un téléphone qui me tient à cœur parce que je l'ai eu quand même pas mal de temps aussi. J'ai pas mal de temps vécu avec et c'était du coup cette fois-ci mon vraie première expérience Android. Quand je dis ça, c'est qu'il n'a pas duré qu'un mois, effectivement. Après ça, ça va aller plutôt vite. J'ai eu un Galaxy S5 mini. J'ai pas eu le grand, j'aurais voulu le grand, mais bon, mes parents voulaient pas me prendre un téléphone beaucoup trop cher. Pour eux, par rapport à eux, je veux dire par rapport à ce qu'ils ont décidé. Donc j'ai eu celui-là qui a été cassé par quelqu'un d'autre malheureusement, mais il m'a quand même duré au moins 2 ans. Ensuite, j'ai eu un Meizu M5 Note, du coup après, suite au fait que mon téléphone soit cassé, qui était beaucoup plus grand que le S5 mini, qui m'a tenu presque un an, je dirais, parce qu'il commençait déjà à déconner, le bouton Home ne fonctionnait plus. Alors Meizu, c'est pas une marque qui est forcément très connue de notre côté en France. Ils ont essayé plusieurs fois de lancer des téléphones, mais ça n'a pas fonctionné malheureusement pour eux. Ensuite, après le Meizu M5 Note, j'ai eu le premier téléphone que je me suis acheté tout seul, que j'ai choisi comme un grand, que j'ai eu ce que je voulais comme téléphone précisément. C'est le Galaxy S9 qui lui m'a tenu largement 2 ans, qui est juste l'un de mes téléphones préférés que j'ai eu, simplement aussi parce que c'est un des premiers que j'ai réellement acheté moi-même. Je l'ai toujours à l'heure actuelle, et bien rangé dans sa boîte, bien tranquillement. Je vais le voir de temps en temps, je l'allume parce que c'est juste nostalgique. Il est toujours en très bonne condition, j'ai réussi à faire super attention, je suis très fier de moi, parce que c'est la première chose, on va dire même réellement, premier produit technologique que j'achète moi-même avec mon propre argent que j'avais gagné. Donc c'est vraiment un téléphone qui a un gros attachement à mon cœur, et c'était aussi le premier flagship, entre guillemets, que j'achetais, parce que techniquement je ne sais pas si on peut considérer le S5 mini comme un flagship. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la définition de flagship, c'est simplement le téléphone qui sera une figure de proue de la marque, donc c'est-à-dire le téléphone le plus beau, le plus puissant, le plus fort, le plus magnifique, que la marque va dire, ça c'est notre lignée pour cette année. Par exemple, techniquement les iPhone Pro, la série S pour Samsung, la série Mi pour Xiaomi, et voilà. Après ça, au fur et à mesure de ma vie, j'ai commencé à évoluer, j'ai commencé à vraiment du coup travailler, parce que l'argent que j'avais eu pour le S9 c'était des travails d'été bien évidemment, et des économies. Donc là, après avoir commencé à travailler, j'ai, au bout de 2 ans, voulu changer de téléphone. Oui, je sais que la règle des 2 ans s'applique un peu trop pour moi, c'est un peu inquiétant, je sais, je dépense pas mal dedans, mais je suis vraiment quelqu'un qui est intéressé par ça, par les téléphones et tout, donc forcément, c'est quelque chose qui me donne beaucoup envie. Je sais qu'il y en a qui comprendront pas, mais moi ça me plaît. Donc j'ai ensuite continué sur Samsung, parce que Samsung a été pendant longtemps, et toujours d'ailleurs, une marque que j'apprécie beaucoup au niveau des téléphones. Si jamais je devais repasser sur un Android, je serais probablement sur un Samsung, effectivement. Donc ensuite, pendant la fin du premier confinement, j'ai voulu en changer de téléphone, et Samsung venait juste d'annoncer les S20. Sauf que du coup, j'ai voulu acheter un nouveau S20, je voulais l'acheter l'Ultra, et voulant me précipiter,
Et ayant 100 € de moins sur le moment, je me suis dit, prends le S20+, que j'ai fini par regretter, même par rapport à la série S20 en général. Pour ceux qui l'ont connu, S20 avait pas mal de petits problèmes, je parle de la série en général. Le S20 Ultra, beaucoup connu pour avoir des problèmes de focus, d'où le fait que Samsung ait fini par rajouter un focus laser sur le Galaxy Note 20 Ultra, et ensuite qui fut rajouté après sur le Galaxy S21 Ultra. Et le problème principal de cette série était la batterie, vu que c'était la première fois que Samsung faisait des téléphones à 120 Hz, du coup c'est un 120 images par seconde de rafraîchissement, pas à taux variable comme ils le font maintenant, donc c'est-à-dire qu'il ne peut pas osciller entre plusieurs fréquences d'affichage. La batterie de ce téléphone était assez, entre guillemets, je dirais, médiocre, ce qui a un peu gâché mon expérience, et il avait tendance à chauffer très facilement, ce qui était fort embêtant. Notamment quand on joue un peu, même à des jeux en 2D ou quoi, il commençait à chauffer et c'était plutôt gênant plus qu'autre chose. Et en plus, j'étais réellement dégoûté d'avoir acheté ce téléphone parce que voulant le high-end du flagship, donc le plus haut du flagship, parce qu'en général il y a plusieurs parties dans les flagships. Par exemple pour les S20 depuis les S20 plutôt, Samsung a fait le S20 pour les petites tailles entre guillemets, le S20 qui est grande taille, et après le S20 Ultra, qui est le téléphone avec le plus beau appareil photo, le plus grand écran, tout ça. Et au final, j'étais un peu dégoûté parce que c'est celui-là que j'aurais voulu, et ça m'a un peu gêné. Ensuite, j'ai continué du coup, moi, ma vie personnelle, j'ai plus été ancré dans mon travail, donc j'ai commencé à avoir un vrai travail qui me faisait avoir, entre guillemets, un vrai salaire, vu qu'avant c'était plus de l'alternance, et j'ai fini par vouloir changer au bout d'un an, tellement les points sur lesquels je vous dis ont été embêtants. Après, vous inquiétez pas, j'ai fait le nécessaire pour que le téléphone se rentabilisait. J'ai du coup changé de téléphone pour un Galaxy S21 Ultra que j'ai ici sous la main, qui est actuellement mon téléphone Android que j'ai le plus kiffé utiliser. Alors c'est un peu du coup contradictoire par rapport à ce que je vais dire, vu que d'une certaine façon je l'ai utilisé en tant que téléphone principal un an. Personnellement je l'utilise toujours, c'est un excellent téléphone, je le conseille pour ceux qui veulent, parce que maintenant le téléphone a genre un an et quelques mois, donc forcément il est beaucoup moins cher. Ensuite, après, si vous voulez que je fasse des tests sur des téléphones précis, je peux en faire. C'est pas prévu pour l'instant, vu que c'est quelque chose qui demande beaucoup d'argent et beaucoup d'investissement dans la recherche et dans la connaissance d'autres téléphones. Moi, de base, je me suis renseigné beaucoup sur les téléphones quand je voulais en acheter, pour savoir exactement ce que faisait le téléphone et les conditions du téléphone, ce qui se passait ou quoi. Mais j'ai fini par apprécier le faire sans avoir à acheter de téléphone, donc ce qui m'a fait que je fais cette chaîne, vu que j'adore me renseigner sur les téléphones et tout ça. Donc téléphone que j'ai gardé un an, la batterie était quand même mieux que le S20 du coup plus que j'avais, mais effectivement il se trouvait qu'il y a quand même certaines fois où ça pouvait arriver que le téléphone perde de la batterie beaucoup vite, notamment dans les week-ends ou le matin si je veux passer un peu de temps sur mon téléphone, c'est-à-dire à regarder des vidéos, des TikTok, jouer à des jeux ou quoi, je pouvais vite arriver à la matinée, ce qui était embêtant parce que effectivement en téléphone c'est censé me durer une journée. Et aussi le problème, ça c'est par rapport lié à la puce que Samsung met dans ces téléphones là. C'est un autre sujet de vidéo qui devrait arriver plus tard et qui est un peu en contre-mettant, on va dire, pas pour Samsung, mais ça va vous faire comprendre pourquoi il y a un souci avec les S par rapport à chez nous ou quoi. Mais c'est quand même toujours un très bon téléphone. Donc le téléphone chauffait aussi beaucoup moins que l'autre, je l'ai très rarement senti chauffer. Je dirais que si, je l'ai senti chauffer, mais comme un téléphone, je dirais normal, où effectivement quand on arrive vers l'été, il commence à chauffer un peu, mais c'est normal, c'est le remontée des chaleurs, le fait que ça soit un téléphone du coup de couleur noire aussi, avec le soleil, forcément ça le fait chauffer un peu. Mais sinon, il n'y a pas de problème, les caméras étaient nickel, j'ai toujours été très content, je l'utilise encore pour cette raison-là d'ailleurs. Et ensuite, je suis arrivé au changement fatidique de la vidéo. Je suis donc passé à mon téléphone actuel, du coup, tu vas pas t'allumer, un iPhone 13 Pro Max, parce que je me suis dit, why not? Donc j'ai vu la présentation, et à moi qui hésitais beaucoup à switcher dès le début, voilà quoi, ça m'a fait changer de voir la présentation, mais je vais vous en parler plus du coup dans la partie suivante. Donc dans entre guillemets cette nouvelle partie, parce que moi je coupe dans les vidéos, dans l'écriture en partie, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc là je viens de vous parler de mon passif avec Android principalement, même si sur la fin c'était j'ai changé avec ce téléphone. Je vais vous parler maintenant du passif que j'ai avec iOS. Donc iOS j'ai connu depuis à peu près la même temps que j'ai eu mon premier Android, pour la simple
simple et bonne raison que je fais partie de la génération qui ont eu des iPods. Et j'ai eu un iPod Touch en 2011, il me semble, ou 2012. C'était le 4e génération, désolé, je lisais ma fiche. Et c'est un appareil que j'ai toujours là, c'est aussi, comme par exemple mon S9, un gros coup de cœur technologique, c'était mon premier vrai appareil qui m'a du coup tenu, comparé à un téléphone plus longtemps que ça. Il était même largement plus puissant que les téléphones que j'ai eu pendant un temps. Même si au bout d'un moment il commençait à défaillir parce que c'est quand même un tout petit appareil très très fin, donc la batterie forcément ne tient plus autant, et au bout d'un moment il n'était pas mis à jour tant que ça au niveau d'iOS. Je crois qu'il a eu que 2 mises à jour d'iOS maximum, vu qu'à l'époque c'est ce qui était fait par Apple. Maintenant je crois que ça a changé pour les derniers iPhones, même s'ils les ont discontinués récemment. Il me semble qu'ils ont encore au moins 1 ou 2 mises à jour avant de vraiment rendre l'âme. Enfin en tout cas ils en ont eu au moins 3 les derniers qui sont sortis depuis. Je crois le dernier devait être en 2017, il me semble, si je me trompe pas. Et comme chaque personne qui était là à l'époque, qui a connu du coup l'essor des smartphones, du coup développement, annonce du premier iPhone, ensuite sortie d'Android, parce que c'est entre guillemets c'était un peu compliqué à l'époque. On n'entendait pas tant que parler que ça. Moi qui étais encore jeune, c'est-à-dire même pas ado, j'étais même pas pré-ado, j'étais encore techniquement qu'un enfant. On va dire j'ai découvert ça sur le tas et au final j'ai pas pu m'intéresser à l'époque. Moi on m'a toujours parlé de l'iPhone à l'époque, je voyais toujours des gens qui avaient des iPhones et j'ai toujours voulu essayer l'iPhone. Et j'ai jamais eu l'occasion du fait que mes parents ne voyaient pas l'intérêt de dépenser de l'argent dans des téléphones, ce que je comprends totalement. Moi actuellement c'est un choix personnel que j'ai fait, je les ai pas impliqués dedans dans le sens où genre je les aurais jamais forcés à m'acheter un gros téléphone où j'aurais fait une crise. Vraiment la seule fois où j'ai fait un truc entre guillemets comme ça, c'est quand je leur ai demandé le S5 mini, et encore j'aurais préféré le S5, mais on va dire genre je l'ai pas crisé parce que j'ai pas eu le S5, genre je les ai toujours remerciés parce qu'ils ont quand même fait des choix qui se rapprochaient le plus de ce que je voulais, et moi je l'ai pas non plus trop forcé à leur demander des téléphones, mais effectivement j'ai toujours eu envie d'avoir un iPhone. Il y a eu quand même une période, je dirais, où j'avais pas forcément envie d'avoir d'iPhone, c'est-à-dire entre la période à peu près de le 5, ça commençait vers plutôt le 6, ou du 6 quasiment jusqu'au 8, même si théoriquement à partir du 8 on peut considérer que c'est le 10 ça va. En fait c'est juste la période après le 6, j'aimais pas forcément le design de l'iPhone, et j'aimais pas le principe du bouton, parce que c'était comparé à d'autres systèmes, il y avait pas de back button, il y avait pas de bouton retour, pardon, et effectivement j'avais pas envie de pas avoir de téléphone avec sans bouton retour, ce qui est techniquement maintenant fait de façon logicielle dans les derniers iPhones, ce qui corrige pour moi le truc. L'iPhone, on va dire pour l'iPhone 4 c'était ok dans le sens où c'était tellement tôt que j'aurais pu ne pas connaître et ça m'aurait pas dérangé probablement, mais là effectivement avec la génération 6 et tout, en plus avec le Bendgate, pour ceux qui s'en rappellent, du coup les iPhone 6 qui se pliaient c'était pas forcément ouf, et aussi c'était une époque où on avait très peu de storage, et donc forcément ça commençait à coûter bonbon pour avoir ne serait-ce que pauvre 64 Go, ce qui est déjà par exemple rempli pour l'instant sur mon téléphone, je dois être à 70 Go sur 256, donc forcément à l'époque ça aurait été impossible, et du coup pendant une période effectivement j'ai pas voulu l'iPhone, et à partir du 10 les envies sont revenues, parce que déjà ça commençait je crois avec des modèles à minimum 64 Go, si je me souviens, moi je suis pas sûr, je suis pas expert non plus sur cette période-là, et après maintenant on est à un minimum de 128 Go sur quasiment tous les iPhones, sauf le SE et peut-être le mini. Mais le téléphone qui m'a vraiment donné le plus envie avant de passer à celui-là, c'était le 12, parce que ça, pour moi, ça a été un retour aux sources, je trouvais. J'aimais bien en fait, parce que les gens s'en rendaient pas compte, comme ça, ils disaient oh là là, bord carré ou quoi. Moi, ça me dérange pas personnellement. Déjà, dans tous les cas, avec une coque, la mienne, elle a les bords assez arrondis, donc je le sens pas au final. Et c'est surtout que j'aimais bien parce qu'on est revenu à la vision qu'avait Steve Jobs du coup de l'iPhone à l'époque. C'était du coup un bord en acier inoxydable et un dos et un avant en verre, ce qui est quasiment à quoi on est revenu actuellement. Je trouve que l'iPhone n'a jamais plus autant ressemblé qu'à l'iPhone 4 que à ce qu'on a actuellement. Donc pour le changement de mon téléphone, j'ai fait le changement en novembre dernier, sur peut-être un peu un coup de tête quand même, je dois l'avouer. Effectivement je change très rapidement de téléphone. Maintenant on va dire je me suis calmé, je sens que celui-là je vais pouvoir le garder longtemps parce que j'ai moins de problèmes on va dire avec, parce qu'il y avait 2-3 frictions que j'avais avec les anciens téléphones qui m'ont fait changer. En général c'est ceux qui durent un an, donc forcément ça fait un peu bizarre. Donc celui-là j'ai été le chercher un samedi matin en magasin, j'avais commandé et je l'avais pris du coup en click and collect. C'était juste après du coup, c'était 2 mois après l'annonce des téléphones, et effectivement le téléphone était un peu en rupture de stock, et du coup j'ai réussi à le trouver vite fait dans un
magasin pas loin de chez moi. Du coup, je me suis empressé de le commander et après d'aller le chercher. Et une fois arrivé dans ma voiture, j'ai même pas eu le temps de le déballer chez moi, je voulais déjà le sortir dans la voiture. Je l'ai ouvert et j'étais juste trop content de le voir. Et effectivement, du coup, c'était les boîtes, vous savez, les boîtes fines. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent passer iPhone maintenant. Il ne faut pas oublier que maintenant, Apple ne met plus de chargeur en boîte. Moi, je le savais déjà, j'étais déjà habitué avec le S21 Ultra. Mais il faut vous préparer parce que effectivement, Apple, je trouve, m'a joué sur ce côté-là vu que ils ont arrêté alors qu'ils ont fait qu'une fois le chargeur en USB-C, ce qui peut un peu être embêtant parce que pour l'iPhone 12, si les gens venaient d'un iPhone 10, ils auraient eu la brique normale avec l'USB-A, mais un chargeur avec un câble USB-C dans la boîte, ce qui paraît un peu illogique, mais moi j'en avais déjà, donc sur ça j'ai pas eu de soucis personnellement. Donc ensuite, après, j'ai pris en main le téléphone, j'ai commencé à essayer de m'habituer au système. Donc effectivement, j'avais vu pas mal de vidéos, enfin j'ai essayé de regarder quelques vidéos plutôt pour pouvoir me renseigner sur le système. Je sais qu'il y avait un système de retour en arrière qui était juste de faire de gauche à droite, donc vraiment à gauche de l'écran jusqu'à la droite. Et ensuite, au final, j'ai modifié moi mon système Android. Alors pas pour cette raison, c'est juste parce que je trouvais que c'était juste des raisons logiques d'affichage sur les téléphones. Donc au final, j'avais fini par faire en sorte que, sans faire exprès, que mon téléphone S21 Ultra et une interface qui ressemble à l'iPhone, mais c'était pas voulu, c'était pas prévu avant, c'était limite... j'avais déjà ça sur le S20 en fait, j'avais juste la barre en bas, vous savez, pour monter sur les tâches, les back swipes c'était le droite et la gauche, donc au final j'avais déjà quasiment une habitude sur ça que on va dire, j'ai pas eu besoin de m'habituer, donc au final ça m'a pas paru non plus ça m'a pas paru très désorientant de passer à l'iPhone pour ce coup. Une des premières choses qui fait vraiment le plus bizarre quand vous passez du coup, comme moi j'ai passé par exemple d'Android à iPhone, c'est qu'effectivement, vu que vous avez un compte iOS, du coup Apple sur votre téléphone, il n'y a plus l'habitude d'avoir le compte enregistré Google, du coup du téléphone qui est utilisé pour la configuration et autres. Et donc on n'est plus habitué à avoir déjà par exemple les apps par défaut, ce qui va être tout Maps, je suis pas sûr qu'elle soit par défaut, mais tout ce qui va être agenda, même agenda n'est pas par défaut je crois, mais tout ce qui va être Google Chrome ou des trucs comme ça, donc ça fait juste un peu bizarre parce que effectivement on retombe sur Safari et Plan. Moi je préfère du coup Google Maps et tout, mais effectivement après quand on télécharge ces applis pour se reconnecter au compte, il y a vu que c'est plus dans la configuration de base, effectivement on n'est pas habitué à... Du coup j'ai rentré mon compte une fois, après Apple enfin je pense que c'est les constructeurs de téléphone en général, donc Android et Apple du coup pour les systèmes spécifiquement, ont bien géré le jeu, j'ai juste eu à rentrer une fois mon truc, et effectivement après le téléphone enregistre le mot de passe, il utilise juste Face ID pour pouvoir me reconnecter à chaque fois, donc sur ça c'est sûr qu'il n'y a aucun problème, j'ai pu reconnecter toutes mes applis qui utilisaient Google, parce qu'en fait je m'en suis pas rendu compte, mais il y a plein d'applis en fait qui utilisent Google, par exemple que ça soit comme par exemple que je pense là les applis de commande de nourriture. Je m'étais pas rendu compte qu'en fait sur une des deux, je crois que c'est Deliveroo, j'utilisais mon compte Google, et effectivement ça paraît logique, mais quand tu as un téléphone de type iPhone, il te propose aussi de faire avec le compte de Apple, et c'est sûr que j'étais pas habitué, je me disais mais oui, mais c'est vrai que l'option existe théoriquement pas, parce que sur les Android, je crois qu'on n'a pas l'option de mettre un compte Apple, par exemple, sur une appli comme ça. Mais sur les téléphones iPhone, on peut quand même mettre le compte Android, le compte Google ou le compte Apple. Donc, après tout ça, j'ai commencé à télécharger les applications que j'utilise de base sur mon téléphone, sur ce nouveau téléphone, pour pouvoir l'utiliser. Au final, c'est devenu mon téléphone principal. Et ça s'est plutôt bien passé. Il y a plusieurs applications. En fait, ça changeait pas mal l'interface. Je sais que ça, c'est triste pour les utilisateurs d'Android, je sais que c'est un truc qui me saoulait aussi, mais le chose c'est que tant qu'on le sait pas, en fait, on va pas s'en plaindre. Moi je le savais parce que je l'avais appris dans des vidéos, c'est que effectivement t'as des développeurs de certaines applis qui vont télécharger, qui vont faire des fonctionnalités qui vont être exclusivement sur iPhone, parce que du coup c'est plus facile à implémenter, et qu'en général c'est pour tester, pour après pouvoir les mettre sur Android. Par exemple, sur iPhone, vous pouvez facilement sur Spotify mettre une chanson dans la liste à suivre pour l'écoute, facilement juste en faisant un swap sur la chanson dans la liste, mais vous ne pouvez pas le faire sur Android. Alors je sais pas si ça a été rajouté depuis, j'ai pas retesté, mais effectivement c'est des trucs tout simples où je me demande pourquoi est-ce que eux ont l'exclusivité, alors que ça prendrait vraiment, je pense, que dalle à implémenter sur un téléphone Android. Mais aussi une des choses qui m'a choqué par rapport à ça, c'est ayant passé dans des téléphones qui, on va dire, sont entre guillemets des téléphones à problème, étant donné du statut d'Exynos, du coup je vous reparlerai dans la vidéo. Je suis passé du coup
outre certains trucs qui me gênaient pas mal que j'avais dans les Android, c'est que en fait sur pas les Android en général du coup comme je disais avec les Exynos, c'est que les puces de Samsung sont bien mais pas non plus parfaites, elles sont excellentes quand même. Et il y a 2-3 trucs qui font que ça fait la différence. Par exemple, plein de petites frictions que j'avais sur l'Android. Des fois, le rafraîchissement variable qui se faisait trop sentir sur certaines applications. Il y avait des petits lags minimes quand je faisais, par exemple, quand j'allais sur le multi-view, je sais plus comment on dit, pour voir les task managers par exemple, où on peut changer du coup d'application. Et rien que ça, des fois, ça mettait même qu'une seconde à se apparaître. C'est un peu embêtant. Et forcément, ça crée des petites frictions que j'ai pour l'instant jamais eu avec mon téléphone. La seule fois où j'ai eu un souci, celui-là c'était il y a peut-être genre 4 mois, où il m'a fait une petite dinguerie au niveau de l'écran, je l'ai redémarré, le problème était disparu. Ensuite, j'ai jamais eu de problème avec des applications, surtout que je sais pas si c'est parce que Android a peut-être un peu trop de cache ou de RAM sur ça, qui est utilisé du coup, qui crée entre guillemets soucis. C'est que sur iPhone, je sais que ça m'est arrivé vraiment plusieurs fois d'une application bug. Il suffit vraiment juste de la fermer et de la rouvrir. Donc du coup, logiciellement, l'application va réellement rouvrir. Et sur ça, l'application après se remet à marcher normalement la plupart du temps. Alors que je sais que des fois sur Android, j'avais beau faire ça, fermer l'application, des fois elle se fermait pas réellement, ce qui était super chiant parce que du coup il y a une histoire de... Ça c'est le problème d'Android sur ces options, je peux l'avouer, c'est qu'il y a des options en arrière-plan. Donc des fois, vous pouvez avoir l'application dans la vue avec plusieurs applications quand vous changez, mais elle tourne quand même en arrière-plan des fois, même si vous l'enlevez. Donc vous êtes obligé d'aller dans les paramètres, faire forcer l'arrêt de l'application. Ça, je pense qu'il y en a plein qui connaissent. Et c'est vraiment juste super chiant parce qu'on devrait pas en avoir arrivé à là. On devrait juste devoir faire « Oups », je ferme, et après du coup c'est bon. J'ai refermé, j'ai rouvert. Mais effectivement, sur ça, c'est un des trucs qui était le plus chiant, surtout que des fois, la plupart du temps, ça réglait pas le problème. Il y a juste eu une fois où... Parce que je sais que j'ai déjà eu plusieurs fois dû à retélécharger des applications pour qu'elles soient corrigées. Après, des fois, c'était juste les développeurs qui avaient fait une fausse manip, peut-être, je sais pas, je ne m'y connais pas non plus trop dans le développement. Mais ça m'est déjà arrivé. La seule fois où j'ai dû le faire, c'est juste parce que l'icône n'était pas à jour pour moi. C'est moi qui fais chier. Là, il n'y a pas eu de problème d'appli. C'est juste moi qui ai fait chier. Mais pour moi, je pense pas qu'Android soit dans ce que je vous décris le problème principal. Je pense pas que ça soit Samsung qui soit le problème principal. Sur ça, je pense que je suis juste tombé sur des mauvaises séries ou sur une mauvaise série de téléphone par rapport à l'usinage qui fait que j'ai eu des petits downsides. Sinon, je sais qu'il y a plein de gens qui sont très fans de leur téléphone Android, qui sont parfaitement ok avec. C'est juste que Samsung sur ça, je sais, le cul entre deux chaises à cause de l'Exynos. La plupart du temps, pour ce qui est des téléphones du coup avec des Snapdragon, qui est du coup le leader du marché vu que c'est Qualcomm qui fournit pas mal de monde, je pense que j'aurais eu un téléphone avec Qualcomm, du coup techniquement les Samsung aux États-Unis, j'aurais sûrement pas eu ce problème. Mais là effectivement avec l'Exynos, il y a forcément ça, même si c'est Samsung qui fait sa puce pour lui-même, il y a vraiment pas de chance. Et c'est un truc que je trouve invraisemblable, du coup ce qui m'a fait passer sur mon iPhone, c'est que Apple eux font leur puce aussi, mais il y a pas de problème. Techniquement, elles sont équivalentes même au plus haut du coup même plus la plupart du temps, même si sur les dernières fois je crois que ça se joue à Qualcomm, et ce qui me paraît invraisemblable, et peu importe la région, parce qu'il n'y a pas de l'iPhone en France, il est un peu moins puissant qu'aux États-Unis, l'iPhone au Japon ou en Inde, il est moins puissant qu'en France ou des trucs comme ça. Vu que c'est exactement la même puce, il n'y a pas de problème, et ça, c'est ce qui m'a gêné et ce qui a un peu ruiné mon expérience avec Android, et au final ce qui m'a fait passer sur l'iPhone. L'un des seuls trucs après qui me fait encore un peu bizarre sur l'iPhone, je sais que j'ai toujours un peu de mal, c'est la gestion des photos dans l'application photo, parce que je sais que j'étais habitué sur mon téléphone à la version très Android de la chose, enfin du coup Samsung même plutôt, parce que c'est l'application de Samsung spécifiquement ou quoi, qui était très faite d'une façon où j'arrivais à les sortir dans mon sens. Là c'est un peu bizarre parce que vous pouvez créer des dossiers, des sous-dossiers pour mettre vos albums, sauf que du coup dans les dossiers que vous créez, vous avez un dossier de toutes les photos du dossier, et après vous avez d'autres albums dedans, donc vous avez toutes les photos par exemple, si imaginons vous avez un dossier avec 3 albums dedans, vous avez un album qui va se créer automatiquement avec toutes les photos des 3 albums, et je comprends toujours pas, j'ai essayé
tout ce que je peux pour trouver une option pour enlever ça, parce que je vois pas l'intérêt d'avoir un endroit où il y a des photos 2 fois, sachant qu'elles sont déjà dans l'album, je comprends pas. Sachant que vous pouvez après en sortant, vous pouvez aller sur toutes les photos du coup qui vous montrent toutes les photos de tous les albums. Ça à la limite, je comprends, mais on va dire justement ça fait doublon par rapport aux tous les photos de l'album dans les trucs. Ça m'a un peu perdu, donc j'ai encore un peu de mal. Je m'y fais petit à petit. Après, je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de photos ou qui les garde beaucoup. Je stocke beaucoup sur disque dur, donc je finirai par m'habituer ou je finirai par les enlever d'une certaine façon. Après, du coup, pour ce qui est des photos, en parlant des photos, l'appareil photo est plus que correct. Il est très très bien. La seule chose que je dirais qui me manque et qui change comparé à mon téléphone, au dernier téléphone Android que j'ai eu, c'est peut-être juste la qualité dans le sens mégapixels, parce que les photos sont toujours très bien exposées et tout. Ça, sur ça, il n'y a pas de problème. J'arrive à faire ce que je veux à peu près avec, même si je prends pas non plus beaucoup de photos. Je suis pas le plus grand photographe. Effectivement, après, je finirai par être un peu photographe de fois quand je fais des voyages ou quoi, comme tout le monde au final. Mais le seul truc que je dirais, ouais, c'est effectivement la qualité en mégapixels, parce que je me suis retrouvé plusieurs fois à prendre des petites photos de certains trucs, de zoomer et me dire, putain, c'est vachement pixelisé quand même, c'est pas normal. Et en fait, non, c'est vraiment juste les 12 millions de mégapixels. Après, on peut pas faire des merveilles non plus. Le fait que justement ils aient pas évolué et que les photos soient quand même vachement belles, je me plains pas non plus. Je suis pas là pour prendre des photos avec 10 milliards de zoom. Au pire, j'ai mon S21 pour le faire. Parce que du coup, lui, il peut monter jusqu'à 100 de zoom, ce qui est très très impressionnant quand on le vit. Mais au final, je l'ai très peu utilisé, mais ça reste intéressant à savoir. Mais effectivement, là, j'ai pas eu de problème, j'ai pas fait de vidéo réellement dessus. Après, sur ça, je sais que sur la vidéo, les iPhones sont quand même mieux au niveau du traitement de l'image. Mais pour l'instant, je l'ai pas encore utilisé en tant que vidéo. Là, j'utilise une caméra ou quoi. Mais la partie où mon iPhone a plus commencé à briller, c'est que faut savoir que moi, il y a un an, maintenant plus d'un an, j'ai fini par acheter mon premier produit Apple perso entre guillemets, parce qu'avant j'en avais jamais acheté. Je me suis acheté un Mac qui est juste derrière, normalement vous pouvez le voir ici, qui est l'ordinateur sur lequel je monte. Et effectivement, le fait d'avoir l'iPhone et le Mac, ça rend l'expérience pas meilleure, mais plus plaisant dans le sens où j'ai un ordi portable où je peux faire mes montages dessus et tout, et je peux répondre aux SMS, je peux facilement avoir les données mobiles sans avoir à sortir mon téléphone, je peux facilement faire passer mes AirPods d'un côté à l'autre, je peux faire des airdrops super facilement, d'où le fait de pouvoir faire très facilement des transferts pour mettre justement mes photos depuis l'iPhone à l'ordinateur jusqu'au disque dur, ce qui fait que moi effectivement je suis très content de ça, et sur ça mon expérience n'en est que mieux, sachant qu'en plus, les appareils peuvent se, entre guillemets, pinguer entre eux, donc si jamais j'en perds un, je peux localiser l'autre. Donc forcément, je peux voir même la liste de mes appareils sur mon compte, sur l'un des appareils l'un de l'autre. Je peux voir mon temps d'écran que j'ai sur mon Mac depuis mon iPhone, des choses comme ça. Donc en vrai, c'est super intéressant pour ceux qui s'intéressent à la technologie, et pour ceux pour qui le temps d'écran importe beaucoup. Moi, je sais que je regarde pas trop, mais je regarde un peu quand même, parce que c'est très intéressant de savoir aussi le temps d'écran qu'on a, sachant que faut pas non plus trop en avoir dans la journée, bien évidemment, même si je suis pas du tout le meilleur exemple pour ça, mais ça me permet quand même de le savoir. Donc je dirais pour conclure, moi de mon côté je suis très content d'avoir changé, notamment parce que j'ai commencé à faire un vrai entre guillemets shift left où je suis en train de passer un peu de Android / Windows, parce que j'ai parlé de mon ordi, vers Apple, du coup iPhone et Mac. Donc effectivement, moi je ne peux en être plus que content, parce que j'ai des outils qui sont en train de s'appairer de plus en plus, qui sont en train de faire plus en plus de complaisance, même si Android et Windows rattrapent de plus en plus leur retard dessus, ça je ne peux pas le nier. Je commençais déjà à l'utiliser avant avec ce téléphone, je pourrais même en parler plus tard. Donc effectivement là c'était une vidéo ressenti plus qu'autre chose, du coup c'est mon ressenti d'avoir passé d'Android à iOS. Après je peux faire des sujets, mais là c'est vraiment subjectif, effectivement c'est pas objectif du tout, c'est vraiment mon avis propre. Donc ce que je dirais pour avoir testé du coup l'iPhone, après j'ai pris le plus gros, le plus cher de ça, même si j'ai pas pris avec le plus grosse partie de RAM ou de stockage, c'est que c'est des bons téléphones, sur ça il y a pas de problème. Pour moi ça peut satisfaire pas mal de gens, après c'est que sur les récents, même maintenant les reconditionnés je dirais du 10, même peut-être le 10 commence à se faire un peu vieux effectivement, mais du 10S et 11 jusqu'au 12,
après le 13, mais il faudrait l'acheter neuf techniquement parce que c'est pas encore assez vieux pour que ça soit worth it, entre guillemets, si je puis dire. Ça peut être des très bons téléphones, je pense, pour n'importe qui, pour les créateurs, je pense les pros, après ça, les créateurs, s'ils l'ont déjà, ils l'auront déjà en fait, j'ai pas besoin de leur dire de l'acheter, mais pour n'importe qui, je pense que ça peut être bien, pas forcément besoin de prendre le pro, les normaux sont parfaits, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir grand chose que ça. Après, s'il y en a qui adorent du coup mettre du coup leur argent dans des technologies qui les intéressent ou qui leur donnent envie, grand bien leur face. Mais si je devais dire quelque chose d'autre aussi, c'est que si vous êtes vraiment affilié entre guillemets à Windows, que vous avez jamais eu d'iPhone et que vous ne comptez pas avoir d'iPhone, bah continuez sur Android. La seule chose que je vous dirais et que je pense qu'il sera le mieux comme conseil que je puisse donner pour les téléphones Android, c'est malheureusement il va falloir raquer au niveau de l'apprentissage des vidéos ou quoi que ce soit. C'est je pense qu'on actuellement sur l'Android, le marché Android, au vu de ce qui se passe, de ce que je vois moi, de ce que je suis des informations, on ne peut plus acheter un téléphone par rapport à une marque, notamment à pas mal de choses qu'il y a eu dernièrement par rapport par exemple à Samsung, qui ont eu un enfin parce que j'ai dit mini scandale parce que j'en ai pas plus entendu parler que ça, sur des triches, sur des benchmarks qui est pas quelque chose qui devrait être fait normalement, mais ils l'ont fait quand même. Le problème étant qu'il y a pas mal quand même de triches sur certains domaines dans les Android, donc on peut plus faire confiance à n'importe quelle marque. Je pense qu'on peut faire confiance par contre du coup au modèle précis que à la marque. Donc moi ce que je vous conseillerais le mieux si vous voulez acheter un téléphone Android, c'est d'attendre 3 mois. Imaginons que vous voulez acheter n'importe quel téléphone Android. Vous attendez 3 mois à la sortie. Parce que le problème c'est que le premier mois, les seules vidéos que vous aurez, ça va être tous les youtubeurs qui ont eu du coup le téléphone en avance. Même des fois les vidéos sont sorties avant la sortie du téléphone, tous ceux qui vont l'avoir en avant-première quelques jours avant, tous ceux qui vont l'avoir le jour même, et du coup les tests seront pas objectifs, et ils sont pas forcément, pas qu'ils sont pas objectifs, c'est que ça sera des premières impressions, et le problème des premières impressions, c'est qu'il y a 2-3 trucs qui se passent, et en fait, on se dit, par exemple, imaginons il y a un bug précis qui arrive dans le logiciel, et vous dites, c'est ok, ça va apparaître une fois, je n'ai pas besoin de le préciser dans la vidéo, ça va peut-être apparaître une fois, sauf qu'au bout de 3 mois, vous vous rendez compte que le bug arrive 10 fois par jour, donc vaut mieux attendre 3 mois, voir si la batterie tient bien, des trucs comme ça, parce que je sais que c'est le problème principal des... Après, les iPhones, c'est pareil, hein, je vais pas mentir, les iPhones, sur les générations d'avant, c'était pire encore que ça. Sur les dernières, ça va à peu près, je trouve, par rapport aux vidéos que j'ai vues et le ressenti que j'ai vu sur pas mal de tests que je regardais, même des gens qui testaient les téléphones quelques mois après ou qui retestaient, qui donnaient leur ressenti quelques mois après. Mais sur les Android, je dirais plus qu'autre chose parce que effectivement, surtout qu'en plus je sais que l'Android justement c'est un marché tellement grand parce qu'il peut littéralement aller de 10€ à 2000 balles. Donc forcément, c'est un marché très très grand. Donc pour les flagships, en vrai c'est encore pire parce que justement si on part par exemple du S20, faut partir quand même que c'est un téléphone qui était flagship à l'époque, que moi j'ai payé plein pot. Comment vous dire que ça fait toujours mal de me dire que j'ai payé un téléphone plein pot à l'époque et que maintenant, à part peut-être quand même pour la puissance, n'importe quel téléphone dit moyenne gamme maintenant, donc entre 300 et 500€, même si 500€ ça commence à être un bon prix, peut le dépasser, même en termes de batterie ou quoi. Ça sert du coup, comme je vous le disais, d'attendre du temps, prendre son temps. Il faut pas se précipiter. Je sais que c'est un domaine qui donne beaucoup envie. Je sais que je sais pas normal que je fasse sa morale dans une vidéo. Normalement, je parle de mon expérience, mais il faut faire de la prévention parce que c'est pas un truc à prendre à la légère. Les téléphones, surtout que c'est des choses qui coûtent maintenant de plus en plus cher, des outils de travail, même des outils de vie, parce que maintenant, je sais qu'il y a même des gens qui n'ont même plus d'ordinateur ou quoi, que leur vie se résume à avoir un téléphone qui va leur servir de tout, ce qui est totalement possible maintenant. Et après, ils auront plus rien. Donc, pour regarder la télé, des fois, ils auront un Google, donc ils font avec le téléphone. Après, ils notent des trucs, le calendrier, il est là, les notes, elles sont là, contacts, ils sont là. Donc, forcément, le téléphone peut tout faire maintenant. Donc, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, sauf si vous vous en foutez, effectivement. Faut toujours savoir le bon outil qui est pour nous, et faut savoir bien l'acheter, bien le juger. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, en vrai, on peut dire que j'ai mis quand même 10 ans à me décider à prendre un iPhone. Donc, forcément, on peut dire que j'ai bien jaugé pendant longtemps. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je sais que j'ai pas mal divergé à la fin, mais j'espère que cette vidéo elle vous aura permis de vous éclaircir sur le sujet, de savoir mon ressenti. Normalement, du coup, comme je vous disais, il y a d'autres vidéos qui vont arriver essentiellement, par exemple sur celle de Samsung et l'Exynos. Normalement, ça sera pas une des prochaines. J'ai déjà fait ma petite liste de vidéos. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos de moi et savoir quand elles vont sortir. Et n'hésitez pas à me donner aussi des idées ou des envies de vidéos. Je peux voir ce qui peut m'intéresser comme sujet. Moi, je sais que j'ai déjà essayé de prévoir des vidéos pour moi parce que j'en ai besoin de prévoir en faisant des notes. Mais si jamais
jamais effectivement vous avez des idées de vidéos, des choses que vous avez envie de voir sur la chaîne, n'hésitez pas. C'était Glul, à la prochaine vidéo.